Bonjour les Jandéos et merci pour votre fidélité. D'ailleurs, vous avez droit à une carte de fidélité, moins 50% sur les fruits et légumes d'Abbeville, parce que nous sommes à Abbeville, à la porte de la baie de Somme. Abbeville, c'est couleurs, c'est lumière, la source bleue, les sources bleues, c'est merveilleux. Les vitraux magiques de l'église Saint-Sépulcre, le parc de la Bouvac, Abbeville, la ville préférée de Patrick Bruel. Abbeville. Ah, on me dit dans l'oreillette que ce n'est pas Abbeville, mais il y a l'île. Bref, nous allons vous émerveiller avec des histoires de gens merveilleux. Allez, sommaire! Je vais rencontrer un virtuose chanteur d'oiseaux, Jean Boucaud, dans le parc de la Bouvac. À Grand-Lavier, Jean-Michel Leca ne chantera pas, mais nous sculptera des oiseaux. Les vitraux de l'église Saint-Sépulcre d'Alfred Manissier n'ont pas inspiré que des peintres. L'imprimerie Paillard nous montrera que d'illustres auteurs sont venus y imprimer leurs œuvres. J'inviterai le slammer abvillois Ganji à rimer à Saint-Riquier. Et Jean-Christophe et Sandrine nous ouvriront les portes de leur théâtre où il fait bon rire. Le parc de la Bouvac est un écrin de verdure proche du centre-ville d'Abbeville. Aujourd'hui, je vais rencontrer Jean Boucaud qui va m'apprendre à chanter avec les oiseaux. Bon, à mon avis, il est meilleur que moi. Mais oui, nous allons siffler avec ou sans les doigts. De la mésange à l'alouette jusqu'au coucou. Nous allons chanter pour vous enchanter. Donc ça veut dire qu'à un moment, il s'est dit, je vais faire ça dans la vie. C'est incroyable. Jean Boucaud et Johnny Rass, à l'américaine, sont passionnés par les oiseaux et leur poésie. Jean va nous raconter comment ce don leur ont permis de se produire sur les plus grandes scènes, des victoires de la musique classique à la cérémonie des Molières. Ils sont devenus de véritables chanteurs d'oiseaux. C'était quoi ça? Je sais pas, j'essaie de vous suivre, hein, je fais au mieux. On faisait le coucou gris, mais là il est parti déjà en migration en Afrique. Ah, le coucou nous a quittés. Il nous a quittés depuis au moins le 1er juillet. Oh là là. Bon, écoutez, j'arrive, on va en parler tout de suite. Viens me rejoindre. Bonjour Jean. Bonjour Camini. Quel talent quand même, hein. Moi j'ai essayé de vous suivre et d'imiter un peu à ma façon, de reproduire les sons d'oiseaux que vous faisiez. Et je me sens un peu nul pour l'instant. Hein. Non, t'as compris l'essentiel. L'essentiel c'est d'abord d'essayer. Si tu essayes, la voix c'est un organe extraordinaire et on peut tout faire. Il faut juste s'exercer, passer du temps avec. Et il y a des journées où on a une voix incroyable, je pense que tu as déjà remarqué ça. C'est vrai. Il y a un moment où on chante trop bien, on pense vraiment qu'on est trop fort. Ben, c'est pareil avec les chants d'oiseaux. Il y a un chant d'oiseau qui vient. Ça vous est venu à quel âge cette passion parce que c'est une passion pour maîtriser autant d'oiseaux. Alors, c'est venu tout petit, quand je rentrais de l'école, un petit village qui s'appelle Arré. Tous les soirs, les goélands rentrent pour aller se coucher sur la plage. Et donc, je rentrais à pied et les veillées de goélands me passaient au-dessus. J'ai commencé à faire le cri du goéland avec ma voix d'enfant. Et là, tous les goélands m'ont répondu et sont venus au-dessus de moi. C'est pas vrai. Enfin, alors, ça a commencé comme ça. C'était un truc de dingue. C'est un film de science-fiction, ça. C'est pas de la science-fiction, justement, c'est de la science naturelle. Ouais, c'est ça qui était un rapport avec les éléments que j'avais dans mon enfance, dans mon petit village. C'était des journées à la pêche, des journées à siffler les oiseaux. Et c'est dans cette enfance à la Marcel Pagnol, finalement, de Picarde, que j'ai appris tous ces chants d'oiseaux. Vous avez une histoire particulière, vous, avec ce parc? Alors, je voulais t'emmener ici, Camini, dans le parc de la Bouvac, parce que mon père était pharmacien d'un petit village, du petit village Arré, et il venait tous les samedis chercher des médicaments en urgence pour les gardes du week-end. D'accord. Et il m'emmenait à Ville, et j'allais voir des oiselleries pour apprendre les chants d'oiseaux du monde. Il y avait des perroquets, des cacatoès. Et après, je venais ici m'exercer sur les oiseaux du parc
C'était ma petite séance d'entraînement. Donc dans votre destinée, tout était mis en place pour développer ce talent inné d'imitateur d'oiseaux, c'est comme ça qu'on dit On s'est appelé avec mon collègue Johnny Rass les chanteurs d'oiseaux. Les chanteurs d'oiseaux, d'accord. Parce qu'on essaie justement d'amener l'imitation un peu plus loin, de l'amener dans le domaine artistique de la musique, dans le théâtre, dans le cirque, dans plein de choses différentes. Vous avez sorti un album, vous faites des tournées, des spectacles, des concerts. Le chant d'oiseaux, c'est international. Ça touche tous les hommes du monde et on a cette chance-là sans le savoir. Quand tu dis la destinée, c'est quoi une destinée? Quand t'es gamin et que tu siffles les mésanges au parc de la Bouvac, tu n'as aucune aspiration si ce n'est d'être heureux de siffler les mésanges. C'est de l'instant présent. Ouais. C'est ça, c'est de l'instant présent. Tout à l'heure, j'ai fait au mieux pour essayer de vous suivre. Mais j'étais pas trop loin ou j'étais vraiment très mauvais ou comment ça fonctionne? Je pense que tu es doué. Je suis sûr que tu as vraiment une oreille musicale incroyable parce que quand j'ai fait la mésange, tu m'as répondu directement dans la bonne note. Merci beaucoup. J'espère que quand je reviendrai vous voir, j'aurai amélioré ma capacité à imiter les chants d'oiseaux. Je vais vous laisser. Moi, je vais faire encore mon petit tour au parc de la Bouvac. Bon voilà, voyage. Ça marche. Salut Jean. Le parc de la Bouvac est un site naturel préservé d'une 50aine d'hectares, composé de 2 grands étangs, entouré par un écrin boisé. Je vais rencontrer Claude, un pêcheur de père en fils, qui va nous expliquer qu'à Abbeville, la pêche, le pec, est une passion connue mondialement. Claude. Claude? Oui, Alors, vous êtes à la pec? on est à la pêche. À la pec? Oui, À le pec, et vous pêchez quoi, hein? on pêche des gardons. Les gardons, là. Bon, écoutez, je vais m'installer, là. Et à quel âge vous avez commencé à pêcher, J'ai alors? commencé à l'âge de vers 10 ans. Vers 10 ans. Voilà. Et qui vous a Et c'est mon initié? père qui m'a. Ah, c'est votre père? C'est mon père qui m'a appris à pêcher. Alors, cette passion commence à l'âge de 10 ans, mais ensuite, vous êtes devenu vous avez fait des championnats, On a fait des des championnats. compétitions. En revenant de l'armée, j'ai fait des championnats. Que l'âge de 50 ans, quoi. Donc, vous êtes un champion de pêche, quoi. Voilà. Un champion de pêche. Ah ouais. Et donc, j'ai entendu dire qu'il y avait des champions du monde, des champions d'Europe de pêche qui sont natifs d'Abbeville ou qui sont d'Abbeville. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et c'est vous qui les entraînez? Absolument, c'est nous qui les entraînons. Nous, on forme un groupe. Ah, donc vous êtes le C'est-à-dire maître, vous êtes le maître un peu le team- comme un maître en arts martiaux, vous êtes le Voilà. maître pêcheur des champions. Team Sansas Abbvillois. Alors là, ils ont été au championnat du monde en Angleterre ou en Écosse, je ne sais même plus. Et ils font partie de l'équipe de France, bien sûr. Mhm. Et ils ont fini en U15 premier Mhm. et en U21 premier. Et on a une fille qui pêche avec nous aussi. Ah, bravo. Et C'est bien. elle fait partie de l'équipe de France féminine D'accord. et elle a été championne d'Europe. Ok, d'accord. Bon, c'est quand même un sacré palmarès, hein. Ah bah oui, ah oui. Alors, je vois que dans cet étang, il y a énormément de canards. Claude, est-ce que vous y connaissez, vous, en sculpture de canard? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, parce qu'à Grand-Lavier, Jean-Michel Lecas sculpte lui-même ses canards, ses limicoles et ses blettes. Il a décidé de tout quitter pour renouer. Je peux finir mon lancement, s'il vous plaît? Merci. Il a décidé de tout quitter pour renouer avec un savoir-faire ancien utilisé traditionnellement dans la chasse à la hutte. Il va nous faire découvrir la réserve ornithologique où il pratique également sa passion de photographe et de guide nature. Alors, rencontre avec un passionné hors du commun et hors du temps. La réserve ornithologique de Grand-Lavier a été créée en 2012. Jean-Michel Lecas y observe de nombreuses espèces telles que l'échasse blanche, la vaucette élégante ou le camini chevelu. Il nous ouvre les portes de son atelier pour nous apprendre à sculpter nos propres oiseaux. Quand j'étais tout petit, j'avais un grand-père qui m'emmenait à la chasse, bien sûr, dans la région, et qui m'emmenait aussi voir les oiseaux en dehors de la période de chasse. Et je crois que mes premiers souvenirs avec les oiseaux remontent à l'époque où je savais à peine marcher. Alors, la sculpture de bled, ça commence toujours par la réalisation de 2 ou 3 croquis, d'une vue de profil, d'une vue de face et d'une vue de dessus. Lors d'une première exposition de mes sculptures au Festival de l'Oiseau, j'ai appris qu'il y avait une formation de guide nature ici à Abbeville. Et donc c'est cette formation que j'ai suivie et qui m'a aidé à sauter le pas, à passer de mon métier de directeur commercial à mon métier de guide nature par la suite. En fait, j'exerce trois métiers, hein. Celui de sculpteur animalier, celui de guide et celui de photographe animalier. J'utilise du tilleul, c'est un bois qui est tendre et qui permet de faire pas mal de détails. Je vais le découper, alors au début ça se fait avec la scie, de manière à pouvoir détourer la forme. Je
crois que c'est une manière pour moi, la sculpture, de raconter ce que j'ai vu dans la nature et d'expliquer un petit peu aux gens qu'il y a des différences, que tous les oiseaux ne sont pas des pigeons ou des moineaux, et qu'on a une variété absolument immense. On a plus de 280 espèces d'oiseaux dans la région. Le dégrossis est terminé, je vais pouvoir maintenant réaliser le travail à la gouge. Je vais aller chercher les formes à l'intérieur du volume global. Comme ceci, petit à petit, là c'est des étapes qui durent assez longtemps. Et ensuite, avec les râpes, je vais faire disparaître toutes les traces dues au gouge. Et puis ensuite, je vais travailler avec le papier de verre pour obtenir une surface absolument lisse. Et à la fin, je vais obtenir la tête comme ceci, absolument terminée. Les anciens ne voulaient pas transmettre, il y avait une sorte de jalousie de leur savoir-faire, et ils ne voulaient absolument pas transmettre leur savoir-faire. Comme ça me plaisait, j'ai trouvé mes techniques, j'ai trouvé ma manière de procéder. Et du reste, c'est pour éviter ça que maintenant, moi-même, je fais des formations, j'initie les gens à la sculpture. J'ai eu pas mal de gens qui sont passés dans cet atelier maintenant, et je m'aperçois que c'est vraiment quelque chose de plaisant, aussi bien de transmettre que de voir les gens qui sont ravis de découvrir qu'ils peuvent faire quelque chose eux-mêmes de leurs propres mains. Me voilà devant l'église Saint-Sépulcre pour vous parler de l'artiste Alfred Manessier, dont l'art se situe entre la nature et la spiritualité. Considéré comme un grand maître de la Nouvelle École de Paris, l'artiste conçut son œuvre de 31 vitraux de l'église Saint-Sépulcre à partir du thème de la victoire de la vie sur la mort, de la passion et de la résurrection. L'église Saint-Sépulcre est une collégiale gothique située dans le cœur historique d'Abbeville. Je vais rencontrer la fille d'Alfred Manessier, Christine, qui va nous raconter tout en musique l'œuvre de son papa. Bonjour Christine. Camille, enchantée. Bonjour, enchantée. Heureuse de vous recevoir dans l'église du Saint-Sépulcre. Je suis ravi d'être là. Alors qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de venir à l'église sous l'œuvre de votre papa? Moi, personnellement, c'est vrai que j'éprouve la présence de mon papa. Je le ressens s'émerveiller, je le ressens quand il était inquiet, parce que chaque vitrail exprime quelque chose, et on passe de la plus grande tristesse à la plus grande joie dans cette église. Et c'est pour cela que c'est une église qui peut toucher même des non-croyants. Comment on vit quand on est la fille d'un tel artiste? Manessier était aussi un papa vraiment attentif, exceptionnel comme père. Parce que parfois, les artistes sont des gens insupportables avec leur famille. Et lui, c'était quelqu'un d'adorable. La Bouvac, c'était un peu le paradis pour votre... C'était son paradis. La propriété familiale jouxtait la Bouvac. Et il a fait ses premiers pas dans un petit paradis, malgré les bombes. Il avait peur un peu de l'église. Je pense que mon grand-père et mon arrière-grand-père devaient venir à l'église avec papa, et il se souvenait du gisant, et comme sa maman était à l'hôpital, il y a eu tout un rapport avec la mort. Et ce mot même, Saint-Sépulcre, sépulcre lui faisait peur, ça le terrifiait quand il était petit. Les vitraux, ils portent tous un nom en particulier, en fait. Un nom ou une thématique. Ce sont les 4 jours de la Passion du Christ. Mais en rentrant ici, j'ai entendu la musique de Gilles Donneux, qui a été inspirée d'ailleurs par les vitraux de votre papa. Ben oui, il a créé une très belle œuvre. Et mon père, justement, s'est exprimé dans une peinture qui se voulait... il voulait chanter il voulait que sa lumière chante, comme de la musique. Bon, alors on va faire un petit tour au gisant ensemble. On va aller voir le gisant. Alors voilà le fameux gisant qui faisait peur à votre papa, mais il avait peur d'un personnage en particulier, le barbu, la dame avec la lure. Je ne sais pas, mais je crois que c'est surtout la figure du Christ qui l'avait impressionné. Et quand il est venu, quand il a reçu la commande, il est tout de suite venu dans l'église, et il est accompagné de mon petit garçon, qui avait 3 ans. Et puis tout à coup, en voyant ce gisant, il s'est revu enfant, ayant peur dans cette église. Et il a dit à mon fils, mais tu sais, n'aie pas peur, tu peux même... Votre fils, il a eu peur aussi d'instinct? Oui, il a eu peur aussi. Ah, donc c'est un truc familial. Voilà, vous avez un souci avec les gisants dans les églises? Quelque part, oui, peut-être. Mais enfin, c'est une très belle histoire, son retour vers son enfance. C'est comme s'il nous laissait un testament spirituel pour toujours ne jamais perdre espoir. Jamais, jamais. Christine, merci beaucoup.
Moi, j'entends la musique de Gilles Donneux, et donc je vais aller le rejoindre. Très bien. Merci beaucoup. Au revoir, merci. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Très belle acoustique. Hein. Alors Gilles, du classique jusqu'à la musique expérimentale, c'est quand même un parcours atypique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous avez commencé la musique? Alors tout à la base, en fait, je suis percussionniste, plutôt batterie et un peu toutes sortes de percussions. Et puis petit à petit, je me suis tourné de plus en plus vers la musique électronique parce que je trouve au niveau sonore, ça apporte des sonorités absolument incroyables. Comment l'œuvre d'Alfred Manessier vous a inspiré? C'était une fois un peu par hasard, j'ai visité cette église avec les vitraux d'Alfred Manessier et j'ai trouvé ça magnifique. Un endroit comme ça qui inspire quelque chose et c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose ici dedans, quelque chose de musical. Et comme je travaille régulièrement en collaboration avec le conservatoire d'Abbeville, ils m'avaient proposé de faire un concert et du coup je leur ai demandé est-ce qu'on peut faire ce concert ici dans cette église et un concert qui soit en rapport justement avec l'œuvre d'Alfred Manessier et plus particulièrement les vitraux qu'on voit ici dans cette église. On ne peut pas ne pas être sensible quand on arrive dans un lieu comme celui-ci avec une lumière comme ça. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux pas expliquer quoi, mais en tout cas quelque chose qui moi m'a inspiré musicalement. Et je me suis inspiré en fait de chants moyenâgeux, sacrés. Parce que ce que j'aime beaucoup aussi dans ce lieu aussi, c'est que c'est un mélange entre une église ancienne du Moyen-Âge et des vitraux modernes du XXe siècle. Gilles, merci beaucoup. Avec plaisir. Avant de vous quitter, je vais vous demander de faire profiter nos téléspectateurs de votre œuvre sur Alfred Manessier, encore un petit morceau. Je vous félicite et à la prochaine Gilles. À une prochaine. Salut. Le savoir-faire de la famille Paillard se suit et se ressemble. Vous allez découvrir que toutes ces générations sont animées par la même passion, celle du livre de qualité et du travail bien fait. L'imprimerie Paillard, c'est une histoire de génération. Nous allons aller à la rencontre de deux d'entre elles qui nous ouvrent les portes de cette ancienne abbaye devenue un temple de l'impression de qualité qui a vu passer d'illustres auteurs. Je suis le 6e Paillard à être imprimeur. Je suis né à Abbeville, j'ai grandi à Abbeville et a priori je me destine à rester à Abbeville encore un certain nombre d'années puisque je me destine à reprendre l'entreprise. Quand j'étais enfant, dans l'imprimerie, il y avait plusieurs générations. Il y avait la génération de mon père qui y travaillait, mais aussi la génération de mon grand-père et de mon grand-oncle. À l'origine, c'est une ancienne abbaye qui a été bâtie en 1777. L'imprimerie, elle a été fondée en 1839 par mon arrière-arrière-arrière-grand-père, Clément Paillard. La spécialité de la maison, c'est le livre depuis 1880. On sert vraiment les éditeurs parisiens, les institutions publiques parisiennes, les chercheurs, les universités parisiennes. Et puis, c'est mon arrière-grand-père, Frédéric Paillard, qui a spécialisé l'entreprise dans la littérature générale. Et c'est à partir des années juste après la guerre de 14 qu'on a commencé à travailler notamment pour Gaston Gallimard, les éditions Gallimard, qui en 1919 ont emporté le prix Goncourt avec À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust. Tout d'un coup, dans le petit chemin creux, je m'arrêtais touché au cœur par un doux souvenir d'enfance. Je venais de reconnaître aux feuilles découpées et brillantes qui s'avançaient sur le seuil un buisson d'aubépines défleuries. Il est venu en 1919, il a débarqué à la gare d'Abbeville, il cherchait un imprimeur qui n'avait pas été bombardé. Mon arrière-grand-père Frédéric est allé chercher à la gare, ils se sont tout de suite très bien entendus. On a publié ce premier roman qui a donné toute satisfaction. Et puis ensuite, c'est une collaboration qui s'est instaurée jusque dans les années 70. Avant la guerre de 40, mon grand-père, il a abandonné le créneau dans lequel nous étions, qui était la littérature générale,
pour se spécialiser dans les livres à petit et moyen tirage et de grande qualité. C'est des tirages à 500 exemplaires, 250 exemplaires, donc on peut sortir 2 à 3 livres par jour. Donc vous imaginez le nombre de bouquins qu'on sort par semaine, par mois, par année. Un bouquin qui s'est démarqué plus que les autres, il y en a plein. Je vais continuer mon chemin vers Saint-Riquier, à quelques kilomètres d'Abbeville. C'est ce sacré Charlemagne qui va demander à son beau-fils, Angilbert, la construction d'une vaste abbaye à Saint-Riquier. Moi, je m'y rends pour bien rigoler au théâtre du Préau de Saint-Riquier. Bonjour, c'est pour aller au Préau de Saint-Riquier. Je peux monter? Je peux monter! Merci de m'avoir pris, hein, merci beaucoup. De rien. Je vais à Saint-Riquier, au café-théâtre Le Préau, vous en avez déjà entendu parler. Le Préau, ouais, je connais de nom. Et sinon, vous faites quoi dans la vie alors? Je travaille sur Abbeville en bibliothèque. Et à côté de ça, je fais un petit peu d'animation, d'atelier d'écriture, de scène slam poésie. Ah, vous êtes slameur? Ouais. Et ça fait des années que vous faites du slam alors? Le slam, exactement 5 ans. J'ai commencé un peu par le rap et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au slam. C'est parfait, ouais. Mr. Ganji, merci beaucoup. Ouais, de rien. Alors moi je vous propose, on se retrouve ce soir pour un petit slam au Préau de Saint-Riquier. Bah ouais, carrément. Et bah c'est parfait. Bon, bah à tout à l'heure alors. Ce soir. À bientôt. École communale de filles. C'est pour moi ça. C'est for me. L'école communale de filles de Saint-Riquier, Belle construction picardo-républicaine datant du siècle dernier. est devenue un café-théâtre, l'un des plus prisés de la région. Jean-Christophe et Sandrine nous y attendent pour expliquer leur parcours atypique, tout quitter pour vivre, pour rire de leur passion et offrir un lieu d'humour et de rencontre. Bienvenue au Préau de Saint-Riquier. Ah, monsieur Jean-Christophe. Camini. Comment ça va? La forme? La Bien. vie est belle. Tu vas me faire. Allez, Allez, de on est retour, parti. de retour. On veut tout savoir, Jean-Christophe. Tout. Bah écoute, d'abord c'est une histoire à deux, c'est Sandrine que tu connais. Un jour on a envie de partir et de monter un café-théâtre et on aime bien les Hauts-de-France. Alors c'était soit s'installer en pleine campagne, soit trouver une commune dynamique, vivante. Intermédiaire entre les deux. Voilà, entre un la truc campagne entre les deux et ouais. un truc à la croisée des chemins. Ouais. Saint-Riquier. Alors Saint-Riquier c'est l'abbaye, c'est Saint-Riquier, on est à côté d'Abbeville, on est aux portes de la baie de Somme. Combien de personnes accueillent au niveau du public? On peut accueillir jusqu'à 120 personnes. Et tu le sais, parce que ouais. toi tu es venu et tu t'es éclaté. Et Ah, nous j'ai aussi. kiffé. Non, ouais. et notre public à tous aussi. les humoristes de la région, tous les humoristes du monde entier, venez jouer ici, au Préau de Saint-Riquier, je vous jure, ça vaut le coup. Voilà. Et alors, avant cette aventure, vous faisiez quoi Alors moi je suis un vieux comédien. Et Sandrine est une vraie qui vient de l'entreprise. Ah donc ouais, ça donc, faisait un binôme qui était assez sympa. Est-ce que vous avez douté à un moment, au début, au milieu, avec Sandrine, quand vous avez commencé vous dites, mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait ça? On est fous? Ou alors Pas une seconde. Pas une seconde. Ah, moi je tourne. aucun doute, quoi. Vraiment, c'était. Pas une seconde. Je sais que les gens se déplacent. Le public ici, tu claques des doigts, il s'installe, il arrive. En claquant des doigts, tu peux me ramener du public. Mais attention, je suis un fou moi. Alors attends, mais moi je vais te ramener un artiste, parce que j'ai rencontré un slammer tout à l'heure. C'est dealé? Ok. Attention. Hein. Sandrine est d'accord? Ça va? C'est bon? Ça va bien se passer? Attends, 2 secondes, parce que je suis sur aux oreillettes, attends. Okay. Oui, Sandrine a dit OK. Ok. C'est bien que c'est la vraie patronne. T'es prêt? Allez, claquement de doigts. T'es prêt, hein? Ouais. Attention. Eh ben voilà. Quel magicien incroyable! Ah, je suis comme ça. Attendez, mais vous allez pas être. C'est pas fini. Moi aussi, je vais faire apparaître un artiste. Tu vois. T'es prêt? Attends, parce que moi, ça me nécessite de la concentration. J'ai pas autant de pouvoir que toi. Ok? Concentre. Eh ben, quel public en délire, un public en folie, c'est parfait, c'est magnifique. Bienvenue, messieurs, dames, au Préau de Saint-Riquier, avec un slammer, Ganji! L'homme qui écrit a besoin de si peu. Une feuille, un stylo, pour réaliser ses vœux. Sa voix comme instrument, car l'homme qui écrit chante aussi. Fait du slam pour les grands, cherche l'oreille des petits. Cet homme n'est pas au courant, donc il se prend la tête. Jongle avec les verbes, crachant des poèmes en gerbe. L'artificier en herbe, qui à chaque strophe allume une mèche. Je vais prendre un cours de slam en direct devant le public. J'ai écrit un petit slam, les gens des hauts. Alors, j'ai pas ton niveau hein, en slam, j'ai pas fini. Hein. Alors, tu me donneras une note sur 10. Tu me donnes, je vais être jugé par le maître du slam de la ville. Les gens des hauts ont parmi eux des gens de la France d'en bas. Comme tous les gens des hauts ont des hauts et des bas. Mais ils gardent le sourire aux lèvres pendant les débats.
à part pendant les débats politiques. Mais bon, ça, je rentre pas dans le débat. Car il y a trop de coups bas. Représenter les Hauts-de-France, c'est mon combat. Alors, la note sur 10, c'est un peu comme dans les émissions télé. La note sur 10, est-ce que je suis nominé ou pas? J'attends la note. Alors, je vais t'accorder la note de 9,5. Merci à vous, le public du Préau de Saint-Riquier, merci beaucoup. Et merci à vous, mes chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme. Si vous voulez revoir l'émission, n'hésitez pas à aller sur le site de France3.fr ou sur notre page Facebook. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures riches en émotions et en découvertes. Les gens des Hauts, et d'ailleurs, à bientôt!